Bien, alors je vous invite, surtout tous les passionnés, là, voilà, c'est ça, à vous asseoir parce que vous allez vous sentir concernés. Donc, ce dimanche après-midi est consacré à la création, à toutes les créations visuelles, sonores et là, plastiques. On est véritablement dans les rêves de gosse, ceux qui se matérialisent entre nos mains, que ce soit des Lego, des constructions de vaisseaux spatiaux. Je suis en compagnie de deux artistes, à leur manière, de l'artiste plasticien Bodoc, qui a son exposition ici derrière, dont vous avez pu voir le T-Fighter et dont on va parler, et avec Nicolas Rivaud, qui donc s'occupe du stand de Lego Collection, et notamment, et qui est donc spécialiste en fusée et en reproduction. Et d'ailleurs, il y a un décollage qui va se faire d'ici, juste à la fin de cette animation. C'est ça, d'ici une grosse demi-heure. D'ici une grosse demi-heure. Alors, tous les enfants qui rêvent de fabriquer et de concevoir leur monde, parce que le monde est à portée de main, venez assister à cette conférence. Et ben, je vous demande de vous asseoir. Vous êtes mal en point, Jean. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en déplaçant votre fusée et votre vaisseau spatial Star Wars. Donc vous l'avez tous vu, hein, vous l'avez tous vu, c'est celui qui trône à l'entrée. Qu'est-ce qui s'est passé donc, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je veux dire, dans le... Je l'ai craché en l'installant là, vendredi. Mauvais atterrissage et j'ai cassé la clavicule. En vrai, il y a plusieurs histoires. Il y a aussi le fait que Dark Vador n'était pas très content que ça soit craché. Heureusement, c'est les Stormtroopers qui ont pris plus que moi, mais... Donc, messieurs, je vais vous laisser vous présenter, mais je veux dire, vous êtes adultes, mais vous continuez à travailler, à faire du Lego ou à concevoir des maquettes. C'est pas très sérieux, ça? Ou vous n'avez jamais quitté l'enfance? Est-ce vraiment souhaitable de quitter l'enfance? Ouais, c'est ça. On est des grands enfants et on a envie de rêver et on continue à rêver. Et on en fait profiter tout le monde. Donc c'est le plus important. Alors, naissance d'une passion, ça s'est passé comment pour chacun de vous? Cette passion pour la reproduction et la création, on va dire, d'artefacts, c'est comme ça qu'on les appelle, d'artefacts spatiaux. Alors moi, j'étais pas forcément un grand fan à la base de Star Wars, notamment. Là, c'est un vaisseau Star Wars, mais j'ai envie de dire, ça m'a même replongé dedans en faisant cette création. Parce que ce que j'ai adoré, c'est l'univers graphique en fait, et visuel. Mais pourquoi est-ce qu'on continue à bosser là-dedans? Moi, je dirais c'est pour continuer à rêver et faire travailler son imaginaire, en fait. Et c'est pour après rencontrer un public qui, lui, va voir quelque chose qu'il connaît, mais sous un autre angle. On regarde tous le même film, mais on voit pas tous la même chose. Nicolas? Moi, c'est un peu différent. J'étais passionné de Lego petit, comme n'importe quel enfant. Après, j'ai fait plus une passion autour du spatial. Il s'est passé quelques années et par un hasard, je suis retombé sur un modèle qu'avait commercialisé Lego, qui est la Saturn V. Donc, je me suis fait un petit plaisir de gosse pour Noël. Et puis, en fait, après, c'est plus par envie de comparer un petit peu les différents lanceurs entre eux. Je voulais absolument avoir sur la même échelle des fusées autres un peu iconiques, Soyuz, les fusées Redstone qu'ont envoyé les Américains dans l'espace. Et en fait, petit à petit, ça a un peu dérapé. Et du coup, maintenant, j'ai une collection assez importante. Et assez rapidement, on en vient aussi à concevoir ses propres modèles parce qu'en fait, on ne les trouve pas forcément à disposition. Et donc, comme ils n'existent pas, il faut bien que quelqu'un les crée. Et il se trouve que j'ai pris le stylo. Alors, on va parler de votre collection, justement. Ça représente quoi, votre collection spatiale de fusées et autres? C'est c'est une grande partie des lanceurs qui ont existé dans le passé, tous à la même échelle, vraiment pour pouvoir les comparer les unes avec les autres et voir l'évolution à travers le temps et à travers les différentes technologies des différents pays, les différences qu'il y a entre les différents lanceurs. Et du coup, on s'intéresse beaucoup à la technique. Une fois qu'on commence au départ, on joue à assembler ça et au bout d'un moment, on devient passionné par la technique. Donc finalement, c'est très sérieux tout ça. On n'est pas du tout... c'est de l'ingénierie. On est dans de l'ingénierie. Ouais, c'est de la modélisation, c'est de la reproduction. Oui, mais oui, par contre, on a un souci du détail. Moi, je m'attache beaucoup au détail. C'est arrivé que je fasse une quinzaine de fois des versions différentes de la même fusée ou de la même navette pour arriver à trouver vraiment la reproduction la plus fidèle possible du modèle original.
Alors, on parle de cette évolution, vous venez de le dire, et je vais voir avec vous, Bodok aussi, c'est d'abord de la reproduction. On a envie d'être fidèle ou reproduire des images qu'on a vues pour arriver à terme à s'émanciper et créer ses propres œuvres de l'esprit. C'est ça. Bodok, vous avez eu le même parcours. En fait. C'est s'approprier, enfin pour moi en tout cas, hein, c'est s'approprier des créations et en faire d'autres. C'est remettre un peu, enfin pour moi ce qui est important, c'est remettre un peu le sujet artistique au centre en fait. Ce sont des créations, ces films de science-fiction, c'est purement de l'imagination. Et l'idée, c'est de remettre ça au centre, en fait. Se réapproprier des codes qui existent, que tout le monde connaît, même si on n'a pas vu les films. D'ailleurs, c'est quasiment dans l'imaginaire collectif maintenant. Et c'est utiliser peut-être d'autres matières, effectivement travailler avec les échelles. Moi aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Là, le vaisseau, il est à l'échelle 1,5. Alors, l'échelle, là, on parle donc du vaisseau de Dark Vador, le TIE Fighter, c'est ça? C'est ça. L'échelle, pour comprendre, il est à combien? C'est échelle 1,5. Donc, c'est-à-dire que le vaisseau, normalement, le vrai vaisseau serait 2 fois plus grand. Ouais. Voilà. Donc ça donne une idée, parce que quand on regarde des films pareils, il y a une notion d'immensité. On est dans l'espace, on a des vaisseaux. Alors bien sûr, on a les personnages, on voit à peu près l'échelle, mais c'est difficile de vraiment sentir ça, le volume. Parce que là, on parle d'échelle comme si les vaisseaux existaient vraiment. Mais ces vaisseaux existent vraiment parce qu'ils ont été chartés, normés, codifiés. Vous avez vu que depuis tout à l'heure, on parle de la galaxie Star Wars, mais c'est quelque chose qui est très, très réglementé. Et donc, on trouve on va dire, les modèles et les dessins de tous ces vaisseaux-là. Tout est enregistré ou pas? Ou pas. Alors, comment ça marche? Parce qu'en vrai, notamment dans Star Wars, il y a eu des maquettes qui ont été faites, mais qui sont des modèles réduits. Et il y a eu des versions taille réelle, mais qui étaient juste des cockpits. Et donc du coup, finalement, quand on veut vraiment connaître la vraie dimension du vaisseau, entre guillemets, il y a un travail de recherche à faire parce que c'est pas si clair en fait. Donc c'est une interprétation, même l'échelle, il y a une notion d'interprétation parce que même pour les films, il n'y a pas une réalité absolue. Alors toi, qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour te dire je vais recréer ce vaisseau et je vais me lancer dans une aventure qui prend, on ne sait pas au moment où on la commence, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était un challenge personnel? C'était quoi c'était un défi lancé par quelqu'un qui organise des expos, qui m'a un peu titillé, il m'a un peu eu quelque part. En gros, j'avais exposé des gravures, moi. Et il me dit, tu devrais faire une grande gravure de l'étoile de la mort. Et je lui dis non, si on fait du Star Wars, il faut qu'on fasse quelque chose en volume, il faut cracher un vaisseau dans la salle, ça serait bien. Et du coup, il me dit, moi je rigole pas. Et je lui dis, moi non plus. Et il me dit, on organise une exposition Star Wars, est-ce que tu veux faire ton projet? Et j'ai fait, c'est parti. Et c'est parti, et ça a mis combien de temps? Je dis ça a mis, mais finalement, il n'est pas terminé, parce qu'il est en compte perpétuel. Si, il est terminé, c'est juste qu'il est bousillé, quoi. Tu n'apportes plus de modifications une fois que le projet est terminé, sinon c'est sans fin. Ouais, et puis à un moment donné, il faut choisir quand est-ce que le projet est terminé. En l'occurrence, ça a pris 5 mois de travail à temps plein. Alors on va partir tout de suite sur le choix des matériaux, parce qu'évidemment, on imagine la galaxie, et pour traverser les astres de la galaxie, on sait, il faut des matériaux qui soient solides, des matériaux incroyables, qui peuvent résister à des pressions, des choses. Et toi, tu as choisi évidemment tout l'inverse. Tu t'es dit, tiens, je vais faire complètement autre chose. Le seul matériau qui, donc, quand on met de l'eau dessus, il est évanescent, il meurt, et puis il ne s'inscrit pas dans la durée, ou pas forcément, au départ, on y croit. Tu as choisi le carton. Ouais. Mais si tu penses bien, le transport, il marche quand même parce que c'est un transport de l'imaginaire, donc tu peux aller très très loin avec. D'ailleurs, quand je suis là, j'écoute un peu les discussions qu'il y a dans le vaisseau, il y a des enfants qui racontent une histoire de comment il s'est craché. Donc c'est bon, ils sont en train de voyager, il n'y a pas de problème. Donc le carton, il peut t'emmener très très loin. T'as l'infini dans ta tête en termes d'imagination également. Donc infini, et aussi peut-être une volonté de dire quelque chose de notre société en utilisant du carton, et du carton recyclé aussi. L'idée, c'est de prendre une matière qui est disponible et qui n'est jamais regardée en tant que telle. C'est-à-dire que le carton, normalement, on le déchire parce qu'on veut savoir ce qu'il y a dedans, parce que c'est un emballage. Là, l'idée, c'est qu'on vient et on regarde le carton. Oui, c'est un vaisseau, mais on regarde le carton. D'ailleurs, les gens qui connaissent pas trop Star Wars, ils voient d'abord que c'est un vaisseau en carton. Et après, voilà, ils ont la matière d'abord qui leur apparaît. Donc moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça questionne notre usage de cette matière, en fait, qu'on délaisse, qu'on jette, qui ne nous intéresse pas
alors que c'est une matière super intéressante. Donc il y a deux plans quand on regarde ton œuvre. Il y a ce qu'elle représente et le signifié, c'est véritablement donc ce qu'elle représente, ce vaisseau. Et puis le carton en lui-même est déjà une forme d'interrogation. C'est un sujet en fait. Pour certains, c'est même le sujet principal. Alors je dis pour certains parce que chacun, avec son regard, a son interprétation. Pour moi, c'est clairement un sujet aussi. Mais c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Il y a des gens qui m'ont demandé « Mais vous allez le peindre ?» Ah non. Ah non, parce que je veux pas qu'on perde la dimension carton. En fait, c'est vraiment, pour moi, intéressant qu'on comprenne qu'avec du carton, on peut voyager dans l'espace. Et il y a cette même réflexion avec la pièce de Lego, avec ce plastique, Non, pas vraiment. C'est plus essayer de faire oublier pour le coup le Lego en essayant d'être le plus fidèle possible. Moi, j'ai pas mal de gens qui s'arrêtent sur le stand, qui regardent et puis au bout d'un moment disent mais attendez, c'est des Lego. C'est ça. Donc non, c'est plutôt la démarche inverse. C'est de faire oublier le matériau. C'est qu'on n'imagine pas qu'une fiche de Lego, une fois qu'elle est assemblée et agrégée, peut réussir à faire des formes géographiques qui soient aussi simples, quasiment des pixels de cinéma, réussissent après à faire quelque chose dont on oublie l'unité finalement. Oui, c'est ça. Et puis surtout, on est habitué au Lego très carré et autres, alors qu'en fait, il y a beaucoup de formes disponibles. Et le fait de faire des cylindres en Lego était pour le coup un défi pour faire oublier le fait que ça soit un Lego. Oui, Et alors, cette passion Lego, parce que j'ai vu que moi, il y a des expositions qui tournent dans le monde entier avec le Lego. C'est une passion incroyable. C'est quand même une des réussites, un des jouets qui connaît la plus grande réussite de l'histoire du jouet. Ouais, c'est assez paradoxal parce qu'elle a failli disparaître il y a une quinzaine d'années. Mais en fait, c'est plutôt les fans qui l'ont fait revivre parce qu'on est capable de fabriquer tout et n'importe quoi avec des Lego. Et donc ça a permis d'avoir il y a une vraie communauté autour du Lego. Moi, j'ai découvert ça en exposant il y a 2 ans, parce que j'ai commencé à exposer il y a 2 ans. Et j'ai découvert un monde parallèle, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a un marché de l'occasion, il y a plein de fans, et il y a des conventions qui se tournent dans le monde entier, sont partout, et avec des volumes d'exposants qui sont considérables. Et est-ce que il y a une fonction aussi, parce que là on parle d'art, mais est-ce qu'il y a une fonction utilitaire? Tu parlais donc évidemment de tous les mettre à la même échelle, donc ça c'est une fonction presque pédagogique qu'on peut donner aux enfants, mais est-ce que des scientifiques peuvent se référer ou travailler sur des modèles justement pour avoir des échelles plus... est-ce que c'est aussi ça a une fonction utilitaire et professionnelle de travailler à base de maquettes? Alors, il y a un peu cet aspect-là. Il y a des entreprises qui l'utilisent dans des formations sur le management, entre autres, pour mettre les gens en situation et les faire créer des choses. En fait, le Lego, il a une vraie vocation créatrice et à stimuler cet esprit de je pars d'une feuille blanche et j'ai besoin de construire quelque chose et je dois le faire de façon itérative et le Lego s'y prête très bien. Donc c'est utilisé dans plein de domaines, y compris des domaines qui n'ont rien à voir avec l'amusement ou le côté fun qu'on peut avoir avec des jouets. Il n'y a pas que l'aspect ludique dans la construction. Tu as commencé, tu m'as dit avant quel était ton travail et ton rapport à l'espace avant de rentrer dans ce projet précis? Alors en fait, pour moi, si tu veux, le fait de travailler dans un atelier et de construire des choses, de concevoir des sculptures ou des dessins, c'est une exploration. Donc pour moi, l'idée, l'ISS, c'est un atelier. C'est juste qu'il tourne autour de la Terre, quoi. C'est un laboratoire atelier. Et l'idée, c'est que pour moi, l'exploration du cosmos, etc., c'est beaucoup lié en fait à l'imaginaire. Et on a des barrières techniques pour aller plus loin. Ok, mais on a des barrières dans notre propre tête pour dépasser notre imaginaire. Et donc pour moi, c'est un peu le lien entre le spatial, cette recherche spatiale, mais aussi la recherche du tout petit. En gros, on essaie de toucher l'infini. Et quand on fait des créations, quand on fait travailler notre imaginaire, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas non plus. On peut gamberger à l'infini, on peut aller dans des univers différents. Donc pour moi, le parallèle, il est là.
Et c'est pour ça que ça fait du sens aujourd'hui pour moi de créer dans cet univers, parce que je me dis, il y a un parallèle qui est intéressant et je peux expliquer aux gens ce qui se passe à l'atelier, que c'est une exploration spatiale et qu'il n'y a pas besoin d'être milliardaire pour y aller. 3 bouts de carton, c'est déjà un bon début. D'ailleurs, tous les témoignages des spationautes qui racontent on part à la conquête de l'infini et de l'infiniment grand, mais dans quelque chose qui est quasiment hyper petit, étroit, on est claustro, et que tout l'espace est mesuré au centimètre cube. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe incroyable de vouloir aller toucher l'infini en étant dans une boîte à chaussures. Parce que c'est ça, tu connais bien pour avoir fabriqué tous ces modèles de fusées, c'est que ce paradoxe, il est tout le temps présent. Oui, on le retrouve même sur le lanceur lui-même. En fait, 80%, 90% de la taille d'un lanceur est surtout constitué de réservoirs pour le carburant. Et ce qui est assez marrant, c'est justement de voir cette proportion entre la taille d'un être humain et la taille d'un lanceur. Quand vous avez une fusée Saturn qui fait 112 ou 113 mètres de haut, en fait, ils sont 3 dedans et ils sont tout en haut. C'est assez impressionnant et on réalise on réalise mieux en le voyant. Ce qu'on voit souvent dans les images d'archives ou autres, on voit des images qui sont filmées de très très loin et on ne se rend pas du tout compte de ces dimensions-là. Mais ça va dans le sens de ce que tu disais, Bodoc, c'est que pour rêver, on peut être attaché, comprimé, et puis de toute façon, c'est dans la tête que ça se passe. Mais c'est vrai que l'espace habitable de toutes ces fusées, c'est peau de chagrin, il n'y a rien. Ils sont à l'étroit. Et pour eux, ils ont intérêt à avoir une force mentale énorme en fait justement pour faire cet exercice. Donc on est dans un paradoxe qui est que cette liberté spatiale, c'est une prison physique. Et il y a un côté aussi un peu dingue, hein, parce que quand on voit la taille des fusées et se dire qu'ils sont assis sur un gros pétard, les premiers qui ont eu le courage de monter dedans, ils devaient être un peu cinglés parce que être assis sur 100 mètres d'explosifs, je pense qu'il faut avoir très confiance dans ses collègues ingénieurs, mais il faut aussi avoir un grain, un peu de folie, parce que sinon on ne le fait pas. Mais il y a un moment donné, en fait, ils décident que c'est possible. Collectivement, ils ont décidé que c'était possible. Bien sûr, ils ont réussi, mais il y a un moment donné, pour y aller, être le premier, il faut décider soi-même que c'est possible, en fait. Sinon, ça ne marche pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien. Ouais. Et c'est pareil dans des projets un peu fous qu'on peut se lancer des défis personnels, que ce soit de la créa ou autre. Mais moi, pour le projet, quand je suis parti de faire ce vaisseau pour l'exposition, j'ai donné l'idée et après je me suis dit comment je vais faire. Et je savais pas et je me suis dit mais je vais le faire. Et c'est ce choix qui fait que c'est faisable. Moi, ce que je constate, et quand même depuis ce début d'après-midi, c'est qu'on voit la puissance de l'imagination qui retrouve, c'est ce qui se retrouve en action dans les films, dans les vidéos, dans nos créations, mais on va beaucoup plus loin que ce que la réalité nous permet. On le voit même avec nos vaisseaux spatiaux sont un peu tristes. Les formes sont certes dynamiques, mais tout ça est triste. Donc heureusement que l'art nous permet de sublimer tous ces vaisseaux spatiaux, parce que sinon, si on devait rester à cette colonne droite, ça serait vraiment... on voyagerait pas beaucoup dans l'imaginaire. Donc, non ? Ouais, si. Après, je pense que les contraintes physiques, techniques et autres apportent quand même une certaine esthétique, parce qu'il faut être malin, il y a plein d'ingénieurs à travers l'histoire qui ont réussi à concevoir des fusées qui sont, même si elles sont contraintes par plein d'éléments, restent très esthétiques. Et certains modèles sont vraiment iconiques. Et c'est vraiment, il y a quand même une esthétique autour du lanceur, même si on a ces contraintes techniques. Donc l'ère Apple est passée par là, c'est-à-dire que l'ordinateur qu'on a voulu beau et esthétique s'applique maintenant à tout ce qui ressort de la science. C'est que Elon Musk est un enfant d'Apple, et lorsqu'il conçoit de faire un vaisseau spatial, un engin spatial, il faut que non seulement il soit fonctionnel, utilitaire, mais qu'il y ait cette dimension, allez, je vais le dire, artistique, donc de design, de recherche esthétique. Ça, c'est quelque chose de nouveau. On était resté sur le côté très utilitariste et fonctionnel des Soyuz ou quelque chose de... Et maintenant, quel que soit, et malgré les contraintes techniques, il faut que ça soit sublimé d'une manière ou d'une autre.
les nouveaux designs des engins spatiaux? Non, pas forcément. En fait, c'est plus de la com que Du marketing et ouais, du c'est du marketing. Ouais, mais C'est parce qu'une Soyuz, ça converge. Ouais. quand tu regardes une Soyuz sur son pas de tir, elle a une esthétique. Elle est ultra fonctionnelle. C'est des technos qui ont 60 ans. Mais elle a quelque chose de différent par rapport à d'autres lanceurs qui sont un peu plus, même plus modernes potentiellement. Je pense que c'est pas lié forcément à l'objet en lui-même. C'est un peu aussi toute l'histoire qu'elle rapporte et tout ce qu'elle et tout ce qu'elle fait rêver. Une Soyuz, c'est Gagarine, c'est Sputnik, c'est des avancées phénoménales dans le spatial qui ont été faites grâce à elle. Et pour le coup, ça sort de l'image physique du lanceur. Mais Elon Musk a changé la donne quand même dans sa façon de concevoir ces vaisseaux spatiaux. Il y a mis, alors évidemment que c'est du marketing, mais il y a mis une dimension, la dimension design qu'il n'y avait pas avant. Il a fait rêver les gens en fait. Il leur a dit on va aller sur Mars. Il n'a pas dit c'est une hypothèse, peut-être qu'on ira, on ne sait pas. Il a commencé son discours en disant Il a posé. on ira sur Mars. Ouais. Comment on ira, c'est ce que tu disais tout à l'heure, comment on ira, en fait on ne sait pas et on va essayer de concevoir quelque chose tous ensemble pour y aller. Et c'est cet imaginaire-là de départ qui fait rêver les gens, c'est pas tellement les différentes étapes. Là, on est en train finalement, on peut très bien imaginer que Metaverse, Metalink ou ce que vous voulez, on pourra y aller, mais pas forcément dans une dimension physique ou un métaphysique. On pourra aller sur Mars d'une autre manière. Tu peux déjà y aller. Hein. Oui, bien sûr. En rêvant, tu peux y aller. En y réfléchissant, tu peux y aller. Il y a plein de façons d'y aller en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse un peu de bosser justement sur des choses plus concrètes et de la matière, c'est de montrer au fait aux gens que bah voilà, c'est aussi à eux de s'approprier ces sujets-là en fait, plutôt que de déléguer à ah bah tiens il y en a un qui veut effectivement aller sur Mars, mettre des tas de choses en orbite autour de la Terre. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, mais si on veut pouvoir juger, il faut s'approprier la question. Et là, quand tu parles de matière, tu parles d'acte de création, c'est le principe même. C'est le créateur va utiliser une matière et elle va en faire une forme, et va la faire évoluer, devenir la projection de sa pensée. C'est l'objet artistique, donc qu'il soit spatial ou en fait ou autre, c'est la même démarche. Sauf que là, on part encore dans un inconnu d'inconnu, donc c'est une invitation au voyage en fait quelque part, si tu veux. Pour moi, c'est un peu ça. C'est une invitation au voyage et se dire qu'il faut, à mon avis, il faut se reprendre en main et faire nous le voyage et la réflexion si on ne veut pas se retrouver complètement dépassé. C'est pareil face à ces nouveaux concepts numériques. Ça peut être des outils, ça peut être intéressant, même en termes de création. Mais si on veut comprendre, il faut s'approprier les choses et il faut pas perdre le contact de là où on est, quoi. Oui, il y a une dimension qui est, enfin, de l'approche avec la matière qui n'existe plus dès qu'on parle de connexion, de métaverse, alors que là, on parle de quelque chose de modelage. Enfin, on est vraiment dans un rapport sensitif direct. Alors, on va me dire, mais oui, les sens, on va pouvoir les connecter, donc on aura l'impression d'avoir la même matière. Mais là, il y a quelque chose de concret. Et dans ce que tu proposes et ce que tu proposes aussi, on est quand même dans de ce rapport à l'enfance. De prendre un bout de bois et de le mettre, de le courber, d'en faire un vaisseau spatial où on a tous créé des robots, des vaisseaux, mais il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, du rapport à la pure matière. Donc c'est celui-là qu'il ne faut pas perdre en étant artiste. C'est ça, c'est être connecté en fait encore au réel, quoi. Et ça peut être avec de l'imaginaire, c'est ça qui peut paraître bizarre, mais en fait, quand on est dans tout le numérique, et même si on te donne la sensation au bout de tes doigts, il y a un côté de toi qui va être très très passif. C'est là où je dis qu'il faut s'approprier les choses et être acteur en fait. C'est les gens qui viennent ici à la conférence, au festival, déjà ils se sont déplacés. Et mine de rien, ça change tout. Alors, moi, je me demande si vous ne recherchez pas aussi, en plus, parce que ce que vous traitez comme matériau, est-ce que vous ne recherchez pas aussi l'émerveillement? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là? L'émerveillement dans les yeux de ceux qui viennent vous voir, dans les enfants, mais est-ce que ce n'est pas aussi presque important que la dimension de création?
Si, complètement. En fait, moi, c'est quelque chose que j'avais pas anticipé. Et la première expo, en fait, quand vous voyez les gens arriver et qui commencent à avoir... En fait, on l'a indirectement chez nous. On se le procure nous-mêmes, mais de façon très, très nombriliste, en disant, voilà, je me fais plaisir. Mais quand on vient exposer et qu'on voit cette même flamme dans les yeux des gens qui viennent regarder, après, on la recherche en permanence. Moi, je sais que j'ai un peu changé ma façon de travailler mes modèles depuis que je recherche cet esprit-là. Et donc, je me donne des défis et on me prend un peu pour un cinglé sur son truc parce que j'ai envie de susciter l'émerveillement auprès des gens. Et du coup, on a des projets qui sont dingues. Là, le projet de décollage avec des Lego, les gens enfin, au départ, c'est complètement dingue. Alors justement, décollage. Dans quelques minutes, vous allez procéder à un décollage. C'est quoi exactement? Comment ça fonctionne, ce que tu vas faire et orchestrer? En fait, c'est une simulation. L'idée, c'était d'essayer de représenter un décollage à l'échelle 1/100e. Donc du coup, la grosse difficulté que j'ai eue au départ, c'était d'arriver à générer suffisamment de fumée en dessous de la fusée. Et la physique n'aide pas, parce que quand vous avez un moteur de fusée, ça part à la verticale, c'est poussé par la poussée des moteurs. Là, en l'occurrence, je n'ai pas de poussée sur les moteurs, donc du coup, il fallait recréer cet effet visuel avec des stratagèmes divers et variés. Et donc ça a été assez compliqué, j'ai dû faire une quarantaine d'essais avant d'arriver à trouver le bon mécanisme pour reproduire à la fois la vitesse d'éjection des gaz et la bonne direction, qui est absolument pas naturel pour la fumée. Alors, c'est dans 5 minutes, c'est ça à peu près, dans 5-10 minutes. On va d'abord procéder à quelques questions. Si vous avez des questions, je vais passer parmi vous. Et vous voyez qu'en fait, on ne parle tout le temps que de la même chose. En fait, c'est créer du lien. Only Connect, on est là-dedans, quoi. Que ça soit par la création et l'échange, et je sais ce que je fais. Je vais essayer de créer du lien parce que, voilà, on se retrouve, mais on est infiniment seul et peut-être que l'art permet de nous rapprocher aussi. Est-ce que vous avez des questions sur, à leur manière, ces deux grands enfants qui nous font rêver avec leurs projets? Messieurs, vous arrivez trop tard. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une question? Et vous avez dans le public, tout est limpide pour vous? Monsieur, non, vous dites non. J'assiste à une conférence comme ici, donc oui. Je ne connais pas encore suffisamment de choses pour... Il n'y a pas de mode opératoire particulier, c'est que soit vous avez quelque chose à exprimer, est-ce que vous avez déjà vous-même créé un vaisseau spatial quand vous étiez petit, des avions, des choses, vous êtes Non, j'avoue, non. Eh ben, vous allez aller à l'atelier de Bodoc, vous allez faire un stage avec lui et vous allez nous faire un vaisseau spatial. Avec plaisir, j'ai besoin d'assistants. En ce moment, en plus, il a besoin de petites mains, le jeu de mots est un peu facile. Je regarde rapidement. Vous avez des questions, non? Alors je vais vous proposer de vous rendre à l'atelier de Lego Collection et d'assister à ce décollage dans cet endroit incroyable. Merci messieurs, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans votre projet artistique.